Alors, le dépôt d'une marque est un acte stratégique pour les entreprises, mais il soulève parfois des questions inattendues. Peut-on déposer une injure comme marque? On en parle tout de suite avec mon invitée, Sophie Huguenag, CPI, fondatrice du cabinet Huguenag. Sophie, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, le choix d'une marque provocante peut être stratégique, mais pourquoi certains déposants misent-ils sur des injures ou des termes choquants? Oui, alors c'est vrai que la démarche peut paraître assez surprenante, mais on voit passer des dépôts effectivement contenant des injures parfois. L'idée effectivement, c'est de jouer sur la provocation et ça peut faire sens quand on est dans certains domaines, par exemple dans le domaine de la mode, où on va volontairement miser sur des injures pour rendre les produits plus attractifs, se démarquer des concurrents. Et donc, j'ai fait quelques recherches. J'ai relevé par exemple 50 dépôts de marque sur le mot Bitch, B-I-T-C-H, ou encore pour des produits cigarettes électroniques, une demande de marque Madame Connasse. Donc, ça peut être ce cas très volontaire. Ça peut être également des erreurs en fait, de traduction. J'ai relevé un dépôt de marque CONE, C-O-2-N-E, pour des appareils de purification de l'eau. On peut penser que l'opérateur chinois n'avait pas forcément conscience de la signification de cette marque sur le marché. Et puis, on peut retrouver aussi des volontés dans le domaine artistique. Par exemple, on connaît tous les marques Les Enfoirés, où on a vraiment un objectif caritatif noble derrière, et pourtant, c'est bien une injure. Et enfin, on a des motivations politiques également. On a récemment vu un slogan « Russian Warship, go fuck yourself », donc littéralement « navire de guerre russe, va te faire foutre », que l'administration ukrainienne a tenté de déposer au niveau de l'Union européenne pour soutenir son mouvement. À chaque fois, l'objectif, c'est de se créer un monopole. C'est pour ça qu'on dépose des marques, pour être le seul à pouvoir utiliser la marque. Alors, on a vu les motivations. Les marques contenant des injures ou des termes grossiers, est-ce qu'elles sont acceptées? Quelles sont les limites? Alors, elles ne sont pas toujours acceptées. En fait, quand on dépose une demande de marque, la marque va suivre un chemin, une procédure d'examen, et les examinateurs vont vérifier que des conditions de validité sont bien remplies. L'idée, c'est qu'on va attribuer un monopole à quelqu'un, donc il faut effectivement vérifier que ces critères sont satisfaits. Donc, on a un premier critère, par exemple, qui est la condition de distinctivité, c'est-à-dire est-ce que la marque est susceptible d'être perçue par le public comme une marque, c'est-à-dire comme identifiant une origine commerciale. Et on peut voir donc dans ce slogan, par exemple, que je viens de citer, le slogan ukrainien, qui a été refusé parce que ça a été plutôt vu comme un slogan politique, en réalité, et qu'on ne pouvait pas désigner des produits avec ce signe. On a un autre critère qui est très important, c'est la conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Et là, l'Office va, par exemple, refuser une marque trop choquante ou trop offensante. Alors justement, je vais rebondir sur l'ordre public et les bonnes mœurs, qui sont des notions parfois évolutives. Comment on apprécie concrètement l'ordre public et les bonnes mœurs? Oui, alors c'est intéressant. L'idée, c'est pas simplement de se demander si la marque est trop vulgaire ou un petit peu trop choquante. C'est vraiment une appréciation très étayée. J'ai un exemple, il y a quelques temps, en 2015, une société de distribution audiovisuelle a tenté de déposer Fuck you Goethe, Goethe comme l'écrivain, pour des produits et services suite à la diffusion en fait, de sa comédie allemande qui a fait grand bruit en Allemagne, qui a super bien marché. Et donc, cette marque a été refusée parce qu'on a considéré qu'elle était trop offensante en fait pour Goethe à titre posthume. Donc il y a eu plusieurs recours. Le dossier est monté jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne qui a rappelé qu'on devait effectivement vérifier un petit peu cette norme morale acceptée par la société. Et en l'espèce, la Cour de justice a rappelé que la comédie allemande avait été diffusée sans aucune controverse dans la population. En gros, ça n'avait pas beaucoup choqué et que même l'Institut Goethe se servait de cette comédie comme référence pédagogique. Et donc, la marque a pu être acceptée. Alors, une fois que la marque est acceptée, est-ce qu'il y a des moyens de contestation de l'enregistrement de cette marque? Oui, tout à fait. Quand une marque passe à travers les mailles du filet de l'examen d'office, il est toujours possible pour toute personne, en fait, de venir contester ce dépôt s'il l'estime juste. Et parce qu'en fait, on appelle ça des motifs absolus de refus. Donc, n'importe qui, vous et moi, pouvons aller attaquer une marque injurieuse. Et comment c'est apprécié ? Alors, c'est apprécié, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, on va soit se référer donc à la critère de distinctivité. Est-ce que la marque est susceptible de constituer une marque? Ou est-ce qu'on va regarder si la marque est trop choquante ou trop offensante?
Alors, on va aller un peu plus loin. Est-ce que l'interdiction d'une marque par un office est une interdiction d'usage? Eh bien non, il ne faut pas confondre les deux. En fait, l'enregistrement auprès d'un office, l'enregistrement d'une marque, c'est la question de savoir est-ce que vous avez un monopole sur le signe. En D'accord. revanche, un refus de l'office ne veut pas dire que vous devez cesser l'usage de votre signe. Donc, il ne faut pas confondre les deux. On a plein de marques sur plein de noms de produits plutôt qui ne sont pas enregistrés et qui sont tout à fait en usage sur le marché. En revanche, il faut quand même rester vigilant quand on utilise des termes injurieux parce qu'on peut être sanctionné pour le simple usage en l'absence de dépôt sur d'autres fondements comme la diffamation, le dénigrement ou l'incitation à la violence par exemple. D'accord. Donc, peut-être pas se lancer dans des collections de t-shirts avec des insultes. Voilà, avec prudence en tout cas. Euh, vous parlez de prudence. Est-ce qu'il y a des conseils pratiques à donner pour des personnes qui souhaiteraient déposer des marques qui contiennent des injures ou des termes grossiers? Oui, alors tout à fait. Moi, j'aurais tendance à vous dire d'aller consulter un professionnel, un CPI ou un avocat, pour qu'il vous éclaire en fait sur les risques de refus de votre marque et les risques d'annulation. Parce qu'en fait, une annulation de marque, c'est pas sans conséquence, surtout si vous avez un petit peu construit votre business sur cette marque et que vous avez passé des opérations dessus. Par exemple, si vous avez donné des licences à des tiers sur votre marque et qu'elle est annulée, les licenciés qui vous ont réglé et payé des royalties depuis plusieurs années risquent de ne pas être très contents et d'engager votre responsabilité. Alors vous êtes praticien, quel regard vous avez sur justement cette pratique de dépôt d'injures ou de termes grossiers? Est-ce que c'est quelque chose qui revient régulièrement ou c'est anecdotique? Alors ça reste quand même assez anecdotique, on n'en voit pas énormément. En revanche, je pense qu'il ne faut pas nécessairement condamner ces marques voilà, de prime abord parce qu'on a pu voir que, par exemple, dans l'exemple des enfoirés, qu'on peut avoir une marque provocante, très forte, qui rallie une grande communauté et qui a un objectif noble derrière. Après, il y a aussi souvent, on rebondit par rapport à l'actualité et on veut enregistrer des termes qui ont été prononcés parfois par des personnalités. C'est ça, Tout à souvent, fait. les motivations. Exactement. Alors ça, effectivement, dès qu'on a un terme qui revient beaucoup dans l'actualité, qui fait le buzz, on va voir plein de dépôts plein de dépôts de marques sur ce terme. On a eu, par exemple, des dizaines de dépôts sur le mot Kwakubé à l'époque. Voilà, donc là, il n'était pas question nécessairement d'injure, mais en tout cas, on peut se poser la question, effectivement, est-ce que ce terme est apte à être une marque où le public va se dire c'est une origine commerciale unique et bien définie. Et à chaque fois, il faut regarder les critères que vous avez indiqués, si c'est distinctif, attention à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Exactement. Bon, on va conclure là-dessus. Très bien. Merci Sophie Huguenag. Je rappelle que vous êtes CPI, fondatrice du cabinet Huguenag. Merci beaucoup Arnaud. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de la gouvernance et de la gestion post-acquisition.